Mais c'est un livre extrêmement passionnant, parce qu'en fait, quand on le lit, voir qu'on est dans un film, c'est pas du tout quelqu'un qui théorise beaucoup, finit par remonter d'intello, c'est écrit américain, la pression de William Peter Blatty, je dirais que le tout cinéma, c'est bien, il faut en lire bien sûr, mais en fait, un livre de cinéma donne envie de voir des films, d'aller vers des films, et les films donnent envie d'aller vers des chapitres, des livres d'histoire. Donc moi j'arrive là, et en fait la question c'est qu'est-ce qui me saute aux yeux tout de suite. Il y a ça. Faire un film ciné-allumette. Traduction d'un bouquin qu'il a écrit il y a plusieurs années, qui s'appelle Making Movies. Alors, justement, sur la traduction, Ouais. parce que en anglais c'est Making Movies, Ouais. là c'est faire un film, c'est pas faire des films. Ouais. Est-ce qu'on ne perd pas dans la traduction le côté un peu artisanal de... Bah oui, t'as qu'en fait, mais Filmmaker on voilà. voit qu'on est passé des États-Unis à l'Europe, quoi. C'est-à-dire que le côté un peu modeste du cinéaste américain, l'artisan aussi d'allumettes qui était toujours assez réticent à l'idée de se considérer comme un auteur. Il disait oui, il y a des thèmes récurrents, des choses. Il dit non, c'est quelqu'un, c'est vraiment à l'américaine au sens classique du terme, c'est quelqu'un qui fait des films et qui apprend à en faire au fur et à mesure qu'il en fait. Et là, on arrive en France, évidemment, pays de la politique des auteurs, et d'un seul coup, c'est faire un film. On voit bien que c'est l'auteur Lumet qu'on met en avant. Mais c'est un livre extrêmement passionnant, parce qu'en fait, quand on le lit, on se rend compte que c'est pas du tout quelqu'un qui théorise beaucoup, c'est pas du tout un livre d'intello, c'est quelqu'un qui analyserait son cinéma, etc. C'est quelqu'un qui revient toujours à la base de ce que c'est que le cinéma, c'est que pour faire naître une émotion, c'est un problème technique, il y a des problèmes de casting, des problèmes de tournage. Et j'aime le côté a priori extrêmement presque trivial des questions qui se posent, et derrière et entre les lignes on se rend compte qu'au bout d'un moment c'est des vraies questions de cinéma, mais il le prend de façon très modeste, vraiment comme un artisan qui apprend certains apprendront à faire des chaises, lui c'est comment on apprend à faire des films, etc. Il y a notamment de très très belles pages sur Prince of the City, le prince de New York, un film génial qu'il réalise en 81, qui n'a pas été un gros succès, film de 3 heures avec Treat Williams, et c'est parmi les pages que je préfère. Et ça permet aussi de dire combien il y a encore énormément de grands livres américains qui ne sont toujours pas traduits. C'est pour un livre traduit, en l'occurrence celui de Lumet, il y en a 50 qui attendent. La biographie de Charles Fleischer, de Michael Winner, de Warren Beatty, enfin il y a un nombre incalculable de livres dont on attend qu'ils soient traduits. Mais bon, après c'est un problème de l'économie de livres de cinéma qui se porte pas très très bien, et ça coûte cher de financer une traduction. Et ça voilà, pour moi ça c'est un bouquin important. Ça, parce que ça doit être mon côté mauvais genre, Gattanger, c'est que c'est l'éternel aussi fantasme d'Hollywood, c'est-à-dire que c'est à la fois les dessous, toute la partie subversive, cachée, hein, qui moi m'a toujours... Enfin, c'est un livre absolument fascinant, Gattanger, qui est aussi évidemment un cinéaste très connu, Scorpio Rising, etc. Mais j'aime beaucoup ce petit livre, et j'aime bien ce livre, ce côté paperback, qui me plaît beaucoup. Donc on rentre vraiment dans les vices d'Hollywood, quoi. Ouais, l'IPVS, enfin formidable. Et voilà, après, qu'est-ce que le cinéma, qui sont des livres. Moi, quand je fais mes études de cinéma, ça fait partie des 4-5 livres de cinéma que je commence par lire. Il y a ce bouquin de Bazin, il y a évidemment le Hitchcock Truffaut, il y a même un peu du Danet, il y a comme ça un peu des livres de base qu'on apprend, qu'on lit quand on est étudiant en cinéma ou à l'université. Et ça, c'est évidemment un bouquin important. Alors là, je suis à la fois dans des livres de cinéma, dans le cinéma de genre, en fait, c'est ça ? Ouais. Cinéma de genre qui il y a une vingtaine d'années était quand même un peu reclus, un peu aux catacombes ou dans des revues spécialisées comme Mad Movies, Midi Minute Fantastique. Je pense que vous avez peut-être cet énorme livre là qui est là. En fait, on est à 3 volumes chez Rouge Profond qui ont réédité tous les numéros de Midi Minute Fantastique, qui est un travail absolument colossal. Et aujourd'hui, le genre qui était totalement plutôt minoritaire, un peu pour des gens un peu bizarres, un peu mal formés, etc., est devenu totalement mainstream. C'est-à-dire que à la fois c'est l'objet d'articles, de bouquins, et on voit ça ici, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une production autour de ce genre qui est phénoménale. La version 2001 inédite en vidéo, c'est surtout pas la version qu'il faut voir quand on aime le film, parce que c'est la version qu'avait fini par remonter Friedkin sous la pression de William Peter Blatty, qui n'avait jamais été content de la version de 73. Et donc là, en fait, beaucoup de choses qui étaient implicites, qui étaient dans le hors-champ, dans la suggestion, dans le film de William Friedkin, deviennent d'un seul coup explicites. L'apparition du démon sur la lampe de la petite Reagan au début, etc. Donc c'est en fait, je pense que cette version-là, pour ceux qui ont la version d'origine, il faut vraiment la garder. Parce qu'en fait, Friedkin l'a fait à la fois pour que William Peter Blatty arrête de l'ennuyer, et pour se faire aussi accessoirement un petit peu d'argent. Mais c'est pas la version d'Exorciste qu'il faut voir. Il faut rester sur celle de 73. Ça, Nanar, c'est quelque chose que
Je déteste cette expression, le nanar. Je veux dire, il y a des petits films, des grands films, des films d'exploitation, mais il y a toujours une position de celui qui parle de ces films en les décrétant nanar que j'aime pas du tout. J'aime pas le côté condescendant à l'égard des films, même s'ils sont complètement ratés. Donc j'ai toujours haï l'expression nanar, surtout qu'en fonction des époques. Je me souviens d'un livre de François Forestier, quand j'étais ado, qui s'appelait les 101 ou 100 nanars, quelque chose comme ça. Et dedans, il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait notamment, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, Inferno d'Argento, qui était pour moi un des grands films du début des années 80 et d'Argento. Et voilà, il avait été mis sous le prétexte nanar, parce que chez Argento, le sublime côtoie le ridicule. Et 2-3 séquences qui étaient presque de l'ordre du mauvais goût, du raté, en fait, suffisaient à qualifier le film de nanar, alors que c'est par ailleurs un des films les plus inventifs, à mon avis, de ces 30-40 dernières années. Donc je me méfie beaucoup de cette expression nanar. Moi j'en ai beaucoup lu. Je lis un peu moins de livres de cinéma maintenant, mais j'en ai énormément lu évidemment. Mais presque plus des livres en fait américains que des livres français. Mais je dirais que les livres de cinéma c'est bien, il faut en lire bien sûr, mais en fait le livre de cinéma donne envie de voir des films, d'aller vers des films, et les films donnent envie d'aller vers autre chose, vers des livres d'histoire, de théorie de l'art, etc. Moi c'est ça que j'ai toujours trouvé fantastique avec le cinéma, c'est que c'est le monde est contenu dedans. Donc quand on s'intéresse au cinéma, on va forcément s'intéresser à un moment donné je sais pas, au cinéma américain, à l'histoire de l'Amérique, et puis à la fiction américaine, et puis à la peinture américaine. Il y a cette idée que le cinéma conduit toujours vers autre chose, quoi. C'est pour ça que il faut, par moment, il faut y venir, mais il faut aussi sortir de cette espèce de rapport, voir des films, lire des livres sur les films, sur le cinéma, et il faut un peu prendre l'air, quoi. Donc voilà, il faudrait que j'ai le temps de regarder tous les livres les uns après les autres. Serge Danet, oui, je pense que, mais pour les gens de ma génération, Serge Danet, c'est compliqué parce que c'est un peu le premier et le dernier en même temps. Le premier non, parce qu'il y a eu plein de gens avant qui ont écrit sur le cinéma, mais le premier qui nous parle très directement, et surtout des films qu'on voit à ce moment-là quand on est ado, et puis des débats qui agitent le cinéma des années 80, la mort du cinéma, l'arrivée du cinéma publicitaire, l'arrivée de la télévision, le fait que Danet pouvait écrire aussi bien sur le cinéma que sur la télé, sur le sport, enfin. Et ça, pour moi, Danet, ça reste, mais là, pour le coup, une sorte de... C'est même pas une Madeleine de Proust, c'est que pour beaucoup de gens de critiques de ma génération, oui, c'est un peu le père. Et avec en même temps une écriture que tout le monde a essayé de retrouver ou de reproduire, une sorte de secret, à la fois des textes qu'il écrivait dans les cahiers, puis dans Libération, des textes à la fois crypto et en même temps intelligents, mais jamais intello, jamais jargonneux et totalement excitants. Et voilà, le sentiment qu'il y avait souvent dans une page ou deux ou trois de Danet beaucoup plus d'idées et d'originalité et de vision que dans plein de livres de cinéma qu'on pouvait lire, alors encore plus dans des thèses ou de choses comme ça. C'est toujours excitant d'entrer dans un texte de Danet. Moi, il y a plein de textes que j'adore de lui, que ce soit sur Pasolini, son texte sur Salo est absolument formidable. Son texte, moi, que je donnais toujours quand j'enseignais à la fac sur les étudiants en cinéma, qui s'appelait Matière grise. Un texte qui explique pourquoi il y a un problème de point de vue dans le Jaws de Spielberg. Texte extraordinaire parce que les grands textes de cinéma, ils parlent à la fois d'un film en particulier, d'un cinéaste et du cinéma en général. Ils ont cette espèce d'universalité qui fait qu'on croit qu'on parle d'un film, mais en fait, parlant de ce film-là, on parle mais à la fois du cinéma en général et même plus profondément parfois du rapport moral ou éthique qu'on peut avoir aux images. Et ça, c'est quelque chose qui était typique chez Danet. C'est quand il explique dans Matière grise qu'on ne peut pas vouloir être à la fois du côté du requin et jouir du fait qu'il va bouffer les jambes de la fille, et en même temps être du côté de la fille avec la peur du requin qui arrive. Il faut choisir son camp. Et il adorait Buñuel. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup appris moi, en lisant Danet, mais je suis évidemment pas le seul. Et surtout que c'est une œuvre colossale, et on a toujours envie de retourner dans les écrits de Danet. Voilà, non-Hollywood, je pense à Peter Biskind qui avait donc écrit Easy Rider Raging Bulls, qui a été un des premiers bouquins qui a saisi les années 70, cette génération-là. Un bouquin qui a été ensuite traduit en France sous le titre Le Nouvel Hollywood, qui a un peu fait partie, à mon avis, de ces livres qui, en 2004-2005, commencent à marquer le retour en grâce et en force des années 70, une décennie qui avait été plutôt par l'institution et l'Académie française de la critique de cinéma largement ignorée, même si on trouvait des textes dans Positif ou autres, mais en tout cas l'institution avait plutôt ignoré cette décennie-là, et surtout en France, et évidemment en grande partie les cahiers.
les cahiers du cinéma à l'époque où la revue existait. Hein. Et donc, à partir des années 2000, il y a une génération qui arrive, dont moi je fais partie, de cinéphiles, de gens de critiques ou autres, qui ont été bercés par ce cinéma américain des années 60-70, pour lesquels, La Horde Sauvage, c'était Citizen Kane, quoi. Et ce livre a commencé à ouvrir la boîte de Pandore, quoi. Les vannes se sont ouvertes, quoi. Ça a été un peu, d'une certaine façon, le Bonnie and Clyde des études de cinéma et du livre de cinéma. Et puis après, on sait ce que c'est devenu, puisque 10 ans plus tard, les années 70 ont non seulement gagné, mais sont devenus ultra majoritaires. C'est presque d'autres enjeux qu'il faudrait mettre en lumière aujourd'hui, quoi. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé cette collection chez Yellowno. Un livre, un film, voilà. Ça fait partie pour moi des bouquins d'abord les mieux édités. Il y a un vrai travail d'édition, de qualité à la fois de texte, de mise en page, du photogramme. Il n'y a quasiment pas de coquilles, ce qui est rarissime. C'est, là évidemment, le hasard veut que je tombe sur le bouquin consacré à la Horde Sauvage. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé cette collection. Mais pareil, c'est comme, de toute façon, tous les grands livres de cinéma, on pense qu'ils parlent d'un film, et en fait, ils parlent de beaucoup plus que ça en même temps, quoi. Voilà, 15 ans de cinéma américain, un livre que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Notamment très bon entretien avec Cimino et avec Coppola. Je crois que c'est Nicolas Saada qui l'avait co-dirigé. Visconti, Visconti, c'est un bouquin indispensable évidemment, un peu de référence sur Visconti. C'est vraiment un cinéaste que j'ai apprécié, mais que j'ai compris sur le tard. C'est-à-dire que vers 33, 34 ans, j'ai compris pourquoi Visconti était important. Avant, je voyais ces films un peu comme on voit des pièces de musée, ou parce que l'institution nous dit que ce sont des films importants, mais il y a comprendre que la raison peut comprendre pourquoi un film est important, et puis il y a le moment où on le comprend intimement, qui est le vrai moment, le moment de l'épiphanie, le moment le plus important, c'est ce moment où on comprend intimement un film, et tout le monde ne comprend pas intimement un film au même moment. Et moi, évidemment, pas forcément Obsession, mais Le Guépard, c'est un film que j'ai compris un peu sur le tard. Mais quand je l'ai compris, mais j'ai envie de dire totalement. Ça a été une vraie révélation. Et le bouquin de Lampedusa, qui à mon avis, il faut le lire en même temps. Voilà, Friedkin Connection, ça c'est un livre qui m'amuse beaucoup, parce que moi j'ai rencontré plein de fois William Friedkin, et en fait, dans les dernières années, avant qu'il écrive son autobiographie, qui est vraiment Friedkin Connection, je me rends compte qu'il, dans les entretiens, il préparait son livre. Et donc, il nous disait, alors qu'on ne le savait pas à l'époque, en fait, des chapitres entiers de son livre. Et un jour, j'étais allé le voir pendant 3-4 jours chez lui à Los Angeles pour faire un profile à l'époque pour les cahiers qui n'est finalement jamais paru. Et ça devait être quelques mois avant qu'il fasse ce livre. Et donc, j'ai avec lui, 3 jours d'entretien. Et quand j'ai réécouté ça plus tard, c'était assez fabuleux de voir qu'en fait, il oralisait le texte qu'il allait écrire. Et depuis, Friedkin, ça fait quoi, 6, 7 ans, 8 ans, répète toujours ça. Friedkin parle, mais a imprimé sa légende et n'en sortira plus. Cette légende, c'est ce livre. Ouais. Herzog, pour moi, ça fait partie vraiment de ces cinéastes importants, avec le sentiment, là pour le coup, d'un art du cinéma disparu. C'est-à-dire, pour plein de raisons, à la fois des budgets, la dimension totalement folle de ces projets, l'absence d'effets numériques à l'époque, le cinéma comme une aventure, quoi. Herzog, c'est vraiment, moi qui ai mis du temps à aimer ou à apprécier le cinéma allemand, je veux dire d'après-guerre, je parle pas de langue et tous ces gens-là. Et en fait, moi quand j'étais ado, je me souviens que c'était Wenders qui était très à la mode. Et que j'ai jamais beaucoup aimé, Wim Wenders, pour être honnête, à part un peu ses premiers Alice dans les villes, etc. Et puis un jour, on s'est rendu compte que il y en avait 3, il y avait Wenders, Herzog et puis Fassbinder. Et puis c'est ça qui est formidable avec l'histoire du cinéma, c'est qu'à un moment donné, elle se remet toujours à l'endroit. Il y a plein de fausses valeurs, il y a plein de gens qu'on a surestimés, qu'on a sous-estimés, qu'on a oubliés, etc. Mais le temps fait toujours son œuvre. Parce que on revoit les films, parce que des gens écrivent dessus, enfin tout le travail qui est fait autour du cinéma fait qu'à un moment donné on a rendu justice à Werner Herzog, qui était plutôt quelqu'un de pas très bien considéré dans les années 70 et début 80, considéré comme un type fasciné par le surhomme, une sorte de romantisme un peu douteux, hein. Et aujourd'hui,
et ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années, on sait que le plus grand de cette génération-là, il y avait Fassbinder, mais c'est Herzog. Et on a quasiment oublié Wim Wenders. Alors qu'on se reporte il y a une trentaine d'années, Herzog n'existait pas, était à peine sur les radars. Par contre, Wenders était l'homme de l'académie, des PAM, des festivals, des coups, des quêtes, voilà. Et aujourd'hui, ça qui est beau avec l'histoire du cinéma, c'est qu'il faut toujours, il faut y aller tant qu'on n'a pas gagné, quoi. Quand on croit vraiment, et puis un jour on a gagné, donc il faut passer à autre chose. Et Herzog a gagné. C'est lui le grand cinéaste allemand de l'après-guerre, c'est Werner Herzog. Voilà. Donc maintenant le travail est fait. Maintenant il faut voir ses films. John Ford, bon voilà, alors là, qu'est-ce que je peux dire là-dessus, hein. John Ford, ouais. Alors, couverture You Mr. Lincoln, Henry Fonda, 39. C'est la Bible du cinéma américain. Moi, c'est le cinéaste, fait partie de ces quelques cinéastes américains, un peu comme Peckinpah ou d'autres, mais vers lesquels je reviens toujours. Mais absolument toujours, c'est colossal, c'est, 50 ans d'histoire de l'Amérique, c'est tout, et c'est surtout que voir les films de Ford, c'est apprendre l'Amérique, quoi. Mais pas uniquement, bien entendu. Mais moi, j'ai tellement appris sur l'histoire de l'Amérique en voyant les films de John Ford, mais des débuts, de la confiance, de l'idéalisme, même par moments presque du racisme larvé, jusqu'à après du désert, frontières chinoises, voilà, c'est... Ford, c'est la Bible. Et ça a été aussi la Bible pour beaucoup de cinéastes. Voilà, Clouseau, pareil, peu à peu, là il y a une rétrospective, les DVD, ça commence un peu à ressortir. Clouseau, cinéaste absolument fascinant d'ailleurs. On parlait de Friedkin tout à l'heure, Friedkin est un grand admirateur de Clouseau. J'étais allé voir une fois chez lui pour faire à l'époque une émission de cinéma sur Canal qui s'appelait Histoire de cinéma, qui a été supprimée ensuite pour cause d'extrême cinéphilie. Mais c'était intéressant parce que Friedkin avait accepté que j'aille le voir pour qu'il ne me parle que de Clouseau et de l'influence de Clouseau sur son œuvre. Évidemment, Les Diaboliques, Belle Salaire de la peur, puisque Sorcerer est un remake, en fait, un remake. C'est une relecture de Salaire de la peur et du bouquin d'Arnaud et du film de Clouseau. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des cinéastes français sur lequel il y a encore du boulot à faire, c'est Clouseau, ça, évidemment. Formidable. Et ça reste extrêmement moderne. En fait, c'est surtout ça, le temps fait que des cinéastes restent modernes ou pas. On franchit les décennies ou pas, quoi. Là, on voit James Gray, c'est quelqu'un qui, je crois, vous intéresse. Oui, James Gray, ça fait partie, à mon avis, de ces 5-6 cinéastes américains aujourd'hui qui, moi, m'intéressent, qui ne cachent pas le niveau quand même médiocre du mainstream et de la masse des films que produit l'industrie hollywoodienne aujourd'hui, qui, à mon avis, a rarement été à un niveau si bas, mais aussi bien intellectuellement que qualitativement. Mais James Gray, oui, fait partie de ces gens qui nous font garder espoir. C'est-à-dire, tant qu'il y a James Gray, David Fincher, Jeff Nichols, Catherine Bigelow, Wes Anderson, Michael Mann, mais qui est déjà plus ancien. Voilà, je pense que oui, j'aime beaucoup James Gray. Ouais. Et puis je trouve que c'est quelqu'un en fait, qui a commencé très très fort avec des films comme Little Odessa, jusqu'à évidemment La Nuit nous appartient, etc. Et qui à un moment donné, à mon avis, a bien senti le risque de s'enfermer dans une formule, hein, qui serait en gros la formule du film urbain, vaguement criminel, totalement marqué par les années 70, quoi. Et il y a eu un moment de flottement dans sa carrière, jusqu'à The Immigrant, qui pour moi est un vrai film raté, hein. Et il y a eu Tout Lover, il y a eu le sentiment de se renouveler, il a mis 2-3 films, et puis moi j'avais un petit peu mis de côté James Gray en me disant il est un peu mort pour l'histoire du cinéma, il a fait ce qu'il avait à faire, finalement voilà. Et je trouve que Lost City of Z est un film qui m'a totalement redonné confiance, que je trouve un film totalement impressionnant, il n'a pas eu le budget qu'il voulait, mais je trouve que c'est un film extrêmement audacieux, courageux. Je trouve que le dernier plan du film est absolument magnifique, je ne le dévoile pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais c'est très 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 beau. Dernier plan qui rappelle aussi le dernier plan de The Immigrant. Enfin, absolument, oui, absolument. Si ce n'est que ce dernier plan là dialogue avec justement des gens comme Coppola, Apocalypse, Herzog, Aguirre, etc. Et je trouve que quand on va sur ce terrain-là, c'est compliqué. D'aller aujourd'hui sur le terrain de Heart of Darkness, Apocalypse Now ou Aguirre ou Fitzcarraldo. Et lui, il a réussi à faire quelque chose de très original. Le film est 20 minutes à trouver sa route avec un acteur anglais qui n'est pas extraordinaire, mais qu'on arrive un peu à oublier au bout d'un moment. C'est le problème des acteurs anglais, hein.
Et finalement, le film est, je trouve, passionnant. Donc, d'un seul coup, je suis redevenu curieux de savoir ce que va faire James Gray. Et c'est un peu ce qui guette aussi Jeff Nichols, quoi. C'est, pour moi, il est arrivé un peu au même problème, c'est-à-dire qu'il fait Shotgun Stories, un film extrêmement intéressant. Tech Shelter, qui pour moi est vraiment un grand film, et à ce jour son meilleur. Et je pense qu'après Tech Shelter, il est aussi rattrapé par l'académie, les festivals, la bonne critique, et je trouve que Mud est déjà un film qui est dans la gestion d'un fonds de commerce dont il se dit ok, moi c'est l'auteur américain qui a sa place sur les festivals internationaux, et on sait bien que l'histoire du cinéma ne recoupe pas toujours l'histoire des festivals, même rarement, et qu'il ne faut jamais travailler avec ça en tête. Et Mina Special était un peu intéressant, mais je pense que Jeff Nichols est vraiment confronté à ce syndrome des cinéastes américains que les Européens adorent, qui sont très peu vus chez eux d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc il faut éviter la tentation de la formule reproduite qui fait qu'on est tous les ans à Cannes. Ça fait pas des bons films. Donc j'attends un peu de voir ce que va devenir Jeff Nichols. Et James Gray, a priori, devrait se renouveler pas mal avec la science-fiction. Là. Absolument. Je pense que James Gray, il a vraiment compris ça. Puis c'est quelqu'un qui, en plus, qui a beaucoup de mal à faire ses films. Enfin, c'est... Tarantino, vous le rangez où dans tous les gens dont on a parlé Tarantino, aujourd'hui. C'est un vrai cinéaste qui est resté totalement bloqué sur les années 70, qui le revendique, qui le dit jusque dans la musique. Mais c'est quelqu'un qui n'essaie même pas de faire croire qu'il cherche un compositeur aujourd'hui, qui constate que la musique du film s'est arrêtée à la fin des années 70, et donc il va chercher Cipriani, Morricone, beaucoup des Italiens d'abord, etc. Et en fait, moi j'ai mis du temps à apprécier Tarantino. Le cinéma du coup de coude, de la connivence avec le spectateur, des références qu'il aurait hors du film, etc. À la fois le type a un savoir-faire qui est évident, en même temps ça m'a jamais vraiment beaucoup touché, et je crois que c'est le premier film de lui que j'ai vraiment aimé, qui m'a intéressé, où j'ai le sentiment que c'était un film autre chose qu'un geek un peu sourdoué, c'était Django. Même Inglorious est intéressant mais un peu naïf, mais par contre c'est Django que j'ai trouvé vraiment là pour le coup intéressant, et on va voir ce qui va devenir. Donc voilà, on continue. Melville, évidemment. Ça, Melville, cette espèce de grand cinéma populaire d'auteur qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui aux États-Unis, mais évidemment en France aussi. C'est que Melville, c'est aussi cette période-là, hein, Armée des Ombres, Un flic, Cercle Rouge, c'est Samouraï 67. On est aussi dans ce moment d'âge d'or mondial, parce que ça ne concerne pas que le cinéma américain, mais aussi le cinéma français. Et Melville qui faisait des films qui pouvaient parler à la fois à l'artisan, aux profs, aux fans de cinéma. Il y avait encore ce moment effectivement on pouvait faire du cinéma à la fois populaire et d'auteur, quoi, une sorte de communauté de partage où le cinéma était une langue un peu commune, ce qui est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On a le sentiment d'une industrie qui a beaucoup de mal à trouver cette espèce de milieu-là qui disparaîtrait un peu entre des grosses comédies très chères et ineptes qui sont des téléfilms, et puis un cinéma d'auteur un peu sous perfusion des aides publiques. Et voilà, et tout ce cinéma on est une cinéma du milieu, parce que Ferrand avait lancé cette idée de faire un film du cinéma du milieu, avec des budgets du milieu, et c'est ça le cinéma, c'est vraiment, il n'est pas très en point en ce moment, et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, quoi. Mais il faut aussi qu'il y ait aussi les regards prêts à l'accepter, quoi. Non, le livre que j'ai envie de choisir, c'est celui que j'ai vu en vitrine, sur l'histoire de la Continentale. Ouais, c'est une histoire assez peu, pour plein de raisons connues en fait, du statut du cinéma français, des acteurs pendant l'occupation allemande, et notamment via la Continentale qui était la grande boîte de production. Et là, ça lève le voile sur une partie qu'on n'a pas beaucoup aimé raconter, et je pense que c'est passionnant. Voilà, donc j'avais très très envie de lire cette histoire-là, quoi. Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, donc Christine Leteux, édition La Tour Verte.